Mon écran est partagé, c'est bon? Moi, je le vois, ouais. Et en live, je sais pas si c'est... Bonjour tout le monde, pour ceux qui sont déjà arrivés. Et bonjour à tous. On a encore quelques minutes, le temps d'attendre tout le monde. Il n'est pas encore 17h. Bonjour, bienvenue à ceux qui arrivent. On va se laisser, je pense, 2-3 minutes. Ouais, ça sera très bien. Histoire qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive et puisse échanger sur les questions. Allez, 1 minute pour les retardataires. Le créneau est bien en tout cas. 17-18 heures, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ça termine bien la journée. Voilà, un peu C'est de ça. veille. Après, on va essayer de rendre ça interactif, surtout pour la fin de journée. Que ce soit plus concret aussi, hein. On aura quelques slides bien sûr au début, mais voilà, c'est des choses concrètes aujourd'hui. Je pense qu'on peut déjà commencer rapidement pour introduire le concept, ceux qui ne connaissent pas encore Office Hours pour GitHub Copilot avec Microsoft. Le but, si j'arrive. Déjà, vous avez toujours les replays, donc c'est tous les mois, et vous avez des replays sur YouTube avec ce petit QR code ou ce lien si vous le souhaitez. Tout ça sera partagé pour tout le monde. Le concept, c'est une heure ensemble pour discuter de peut-être des nouvelles, notamment aujourd'hui de GitHub Universe, des nouvelles fonctionnalités avec GitHub Copilot. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde est le bienvenu. Partagez le lien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Arthur qui travaille, donc qui est product owner chez Pacmine. Tu vas te présenter dans 1 minute. Moi, pour ma part, c'est Guillaume de GitHub. Je travaille en tant que Solutions Engineer. Euh, et ce que je voulais montrer ici, c'est aussi que si vous avez des projets aussi, des choses à montrer, à partager, des bonnes pratiques, des projets intéressants, n'hésitez pas à nous les partager aussi, et comme ça on pourra partager avec le reste de la communauté. Et j'en profite, Arthur, si tu veux juste t'introduire rapidement, le temps que les autres arrivent aussi. Ouais, très bien, effectivement. Donc, merci déjà Guillaume pour l'invitation. C'est toujours génial de pouvoir partager avec la communauté, surtout sur un sujet brûlant comme celui-là qui change à peu près toutes les 5 minutes. Donc c'est top. Donc moi je suis Arthur Mann, je suis cofondateur et CPO aujourd'hui de Pacmind. Donc voilà, j'aurai l'occasion de montrer un petit peu ce qu'on fait parce que c'est très en lien avec l'agentique et justement cette question de comment gagner en efficience quand on utilise des agents IA, comment est-ce qu'on reste en contrôle justement des qualités de ce qui est produit. Donc on va parler de context engineering tout à l'heure. Voilà, ça fait partie de l'agenda. Juste comme vous le voyez ici, on fera ce qu'on appelle un Universe Recap. Universe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'événement annuel de GitHub pour toutes les nouveautés, les keynotes, voilà, le futur du monde agentique pour les développeurs. Ça va être le sujet des 15 premières minutes, vous montrer un petit peu les nouveautés, partager un petit peu, mais surtout parler aussi de context engineering avec Arthur. C'est un sujet que je vois souvent chez les clients, c'est
comment centraliser, comment gérer toutes ces informations qu'on doit partager dans le contexte pour les agents, pour travailler mieux, pour avoir des meilleurs résultats aussi, partager dans l'organisation aussi. Donc c'est un gros sujet, mais je pense que c'est intéressant de voir le point de vue d'Arthur et justement comment il y a différents moyens d'y arriver, notamment avec Pacmind, qui est un projet open source. Et on terminera sur une grande partie avec les questions. Donc j'ai déjà des questions, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre. Si on n'a pas le temps, ce sera pour les prochaines sessions, qui sont mensuelles, et on fera notre possible pour y répondre. Universe Recap, comme je disais, l'événement annuel. C'était à San Francisco il y a 2 semaines. Moi, j'ai pas eu l'occasion ni la chance d'y aller. Je crois que Arthur, toi, tu y étais. Ouais, pour la première fois, effectivement, on a eu l'occasion d'aller à San Francisco et puis de voir cette conférence qui était assez impressionnante pour avoir fait des Vox, des lead dev dans différents pays. Je pense que c'est vraiment la plus impressionnante que j'ai vue. Il y avait vue sur le pont de San Francisco, on était en bord de mer, c'était immense, il y avait des stands magnifiques, des démos de partout. J'ai pu récupérer cette jolie lampe que j'ai montée derrière moi d'événements. Voilà, il y avait plein d'ateliers, de choses à faire. Il y avait des experts de GitHub, de GitHub Next qui étaient là. C'était génial pour parler. C'était Ça très donne envie. focalisé IA, J'y étais évidemment. pas, mais voilà, effectivement, c'est le sujet chez GitHub notamment. Et justement, dans toutes les annonces qu'il y a eu, je vais les présenter, bien sûr, mais toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ouais, c'est vraiment le côté mission control. Le côté maintenant, dans GitHub, vous pouvez gérer différents agents et vous avez un tableau de bord, vraiment, une espèce de dashboard pour gérer et orchestrer, organiser différents agents, voir sur quelle tâche ils travaillent, pouvoir en lancer plusieurs en parallèle, avoir des agents spécialisés sur différentes tâches. C'est vraiment l'étape d'après, je pense, dans le monde du développement, qui va changer radicalement la manière, justement, dont les entreprises produisent du logiciel. Ça va être orchestrer et organiser ces agents. Et vraiment, les présentations étaient assez impressionnantes sur le salon. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'annonces, et justement, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, je vous propose une petite vidéo toute courte, moins d'une minute, à peine une minute, et on se retrouve dans une minute. Je vous laisse regarder. Voilà, c'est fait. C'est pour donner un petit peu à la bouche, le temps que je vous montre un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Il y avait la musique, c'est bon? Il y avait la musique. C'était Super, parfait. c'est très important, parce que j'aime bien. Alors, et justement, dans toutes ces annonces, il y avait ce qu'on appelle le Agent HQ. C'est vraiment le centre névralgique pour tous les agents dans l'entreprise, dans votre organisation, et pas que Copilot. Justement, on parle aussi de Mission Control, ça fait aussi partie des fonctionnalités du Agent HQ, qui permet d'être un peu la tour de contrôle de tous ces agents, de toutes ces tâches que vous allez lancer via Copilot notamment, mais pas que, justement. Le point qui était super surprenant, c'était vraiment le fait de pouvoir gérer des agents Copilot, mais aussi des agents externes, des agents tiers, notamment celui d'Anthropic, xAI, OpenAI, bien sûr, avec Codex. Donc tout ça dans GitHub, dans la plateforme, complètement intégré. C'est ça qui est super impressionnant pour centraliser tout ça. C'est ça qui manquait jusqu'à maintenant, c'est vraiment cet endroit central pour gérer toutes ces IA pour les développeurs.
En plus de ça, on parlait effectivement du mission control, qui va être intéressant puisque ça permet d'être vraiment l'endroit où vous gérez toutes ces tâches que vous allez déléguer à Copilot. Ceux qui connaissent un petit peu, vous avez déjà la possibilité de déléguer des tâches à Copilot depuis une issue, par exemple, pardon, depuis VS Code aussi, et maintenant depuis aussi d'autres outils comme le CLI qu'on va voir après. Donc plein d'endroits différents depuis lesquels on peut lancer Coding Agent. Et là maintenant, on a cet outil Mission Control qui permet de centraliser tout ça, qui permet aussi d'interagir avec. Alors, juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, c'est ça. Je suis sur mon environnement, je suis sur le Mission Control où je vois toutes mes tâches actuelles qui sont déjà terminées en l'occurrence, pardon. Et vous avez la possibilité d'aller dans le détail, si ça va bien, et de pouvoir interagir avec Copilot. En l'occurrence, ici, il a terminé sa tâche. Je peux lui demander d'itérer sur la tâche en question, mais aussi durant la tâche en question, si jamais il n'a pas terminé, je peux très bien le changer de direction au plein milieu de la tâche. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il ait terminé pour le corriger ou lui demander de rajouter quelque chose en plus. C'est ça qui est intéressant, avec la vision globale de tout ce qui est changé, les fichiers en question, et la pull request aussi, qui est reliée à cette tâche-là. Donc là, on est vraiment à un endroit où on peut avoir cette vision globale de tous les agents. En plus de ça, il y a la partie gouvernance. Gouvernance, c'est-à-dire gestion des politiques d'entreprise, gestion des agents qui sont disponibles à travers l'organisation. C'est ce qu'on appelle le AI Controls ici. C'est l'endroit où on va permettre aux utilisateurs, aux administrateurs notamment, de gérer tout cet environnement agentique, notamment avec les différents agents qui sont disponibles. Maintenant, vous avez déjà accès à Coding Agent, vous avez aussi accès à Copilot Code Review. C'est aussi un aspect important de nos agents qu'on verra aussi dans un instant. Mais voilà, vous avez cet endroit-là pour gouverner, autoriser, rajouter des custom agents aussi, on va voir ça, pour cette vue centralisée. En plus de ça, une autre fonctionnalité, ça va être les custom agents. C'était une fonctionnalité qui était très demandée. C'est la possibilité de définir vos propres agents. Ça va se faire via un simple fichier Markdown, notamment, qui va permettre de définir un agent en particulier, autre que celui qui est standard, bien sûr, mais définir différents types. En l'occurrence, ici, vous avez des exemples d'agents en mode debugger, en mode architecte Kubernetes. Ça peut être vraiment un petit peu différents profils d'agents qui vont avoir des actions différentes, des modes de fonctionnement complètement différents. Justement, je sais pas, Arthur, si ça te parle un petit peu, si est-ce que tu as des cas d'usage concrets par rapport à ça? Alors oui, c'est vrai que on se rend compte que des agents très généralistes pour faire des choses assez complexes sur des code bases, souvent on peut avoir pas mal de rework derrière, où ça peut être assez compliqué. Plus le temps passe et plus on voit les équipes et les entreprises découper les tâches et découper justement les actions à faire de manière de plus en plus petite. Et pour les agents, c'est pareil, on arrive sur un monde où on va avoir des agents de plus en plus spécialisés, des agents pour le test, des agents pour certains types d'architecture, des agents pour la code review, comme tu disais, etc. Et ça devient super intéressant parce qu'on parle souvent de contexte Windows qui est quand même limité, donc on ne peut pas avoir un agent magique qui va pouvoir tout faire comme un ingénieur classique. Par contre, on peut avoir un super agent spécialisé sur des tâches de montée de version, par exemple, ou de refactoring en particulier, et lui donner le bon contexte, lui donner le bon scope, les bons tools MCP, etc., sur lesquels il va pouvoir taper. Donc ouais, je pense que ça, c'est une super direction et des entreprises en ont besoin justement pour avoir des use cases vraiment précis que l'IA peut tacler pour que les gens puissent aussi se rendre compte de la puissance que ça peut avoir sur ces use cases sur lesquels ça marche très très bien. C'est ça, oui, et aussi pouvoir s'adapter au contexte de l'entreprise et de l'organisation. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas un agent qui va pouvoir s'adapter automatiquement à chacun des contextes des entreprises. Là, ça permet de bien définir ça, que ce soit par projet ou par organisation, hein. Je pense que EDF ne travaille pas comme chez Orange, etc. C'est typiquement les cas d'usage où on peut vraiment spécifier ce qu'on souhaite lui faire faire dans les bonnes pratiques de l'entreprise, par exemple. En plus de ça, justement, on parle de bonnes pratiques, la revue de code, avec tous ces agents-là,
Ça veut dire aussi qu'on a plus de code qui est généré, plus de fonctionnalités aussi qui vont être délivrées, mais ça demande aussi des bonnes pratiques, de l'assurance qualité derrière, et ça se fait par la code review notamment. Et c'est pour ça qu'on a déjà la code review qui est déjà disponible sur la plateforme GitHub, qui permet d'analyser le code qui est généré par Copilot, mais aussi bien sûr par les développeurs de manière manuelle, disons. Mais là, ce qui va être nouveau, c'est vraiment de l'avoir en mode agent avec un contexte qui est déjà inclus dans son analyse. Donc au lieu d'analyser tout le code, il va aussi prendre en compte le contexte de l'issue, de la pull request, aussi lancer des outils de qualité, donc les lins par exemple, si vous êtes en TypeScript, vous pouvez tout à fait automatiser le code review avec ces automatismes de qualité de code. C'est aussi voilà, une plus grande précision dans ce qui va être découvert dans les best practices pour votre code review. Donc c'est une super avancée de ce côté-là, donc beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinent. Donc je pense qu'on a un moment donné de l'agentique où on a besoin de ça. Ça permet aussi de s'assurer de la qualité. On parle beaucoup de vibe coding, etc. C'est là que la revue de code est super importante pour s'assurer de la qualité. Voilà, on n'est pas un petit développeur souvent qui peut faire le code dans le coin avec du vibe coding. Et là, quand on est en contexte d'entreprise notamment, c'est important d'avoir ces règles et ces process en place. Voilà. Ça, c'est un point important. En plus de ça, on a déjà pas mal d'extensions Copilot qui sont disponibles sur VS Code, Visual Studio, sur JetBrains, Eclipse même, il y en a encore qui sont dessus, malheureusement, ça arrive, mais on a quand même la possibilité d'utiliser Copilot. Pour ceux qui souhaitent rester dans le terminal, le CLI, Copilot CLI est aussi disponible depuis quelques semaines, quelques mois même, non, 2 semaines, pour tout le monde, et c'est Copilot depuis le terminal, tout simplement, sans avoir un lien directement avec votre IDE. Donc même si vous avez un IDE autre, il sera toujours compatible. Et j'ai tendance à m'y habituer de plus en plus. J'étais pas mal sur VS Code avec Copilot, bien sûr. Et là, je dois dire que de plus en plus, je sais pas, c'est la simplicité. C'est aussi c'est un autre moyen de fonctionner avec Copilot. Je sais pas ce que tu en penses justement, Arthur, de cette fonctionnalité CLI. Ah, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça permet de toucher un public de développeurs peut-être un peu différent. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent utiliser l'IDE et qui sont très habituées, et il y en a d'autres qui adorent justement la partie CLI, comme ce qu'on peut avoir fait avec d'autres outils. Moi, j'aime bien effectivement cette partie-là. Je t'avoue que c'est quelque chose voilà, où je sens que j'ai du contrôle, puis je ne suis pas Mm. gêné par tout ce qu'il y a autour. Donc on reste vraiment concentré sur les tâches, et effectivement, si on a bien décrit son contexte, si on a bien décrit justement ses fichiers d'instructions, de prompt, etc., en fait, on peut se servir de la CLI pour faire des super projets et créer vraiment de la valeur. C'est vraiment intéressant, je trouve. C'est vraiment focalisé, là, c'est ultra Mm. focus sur ce que tu fais. Ouais, et un aspect intéressant, c'est aussi que c'est qu'on peut le lancer en mode headless. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut passer en paramètre mon prompt ici, hop, directement, fais-moi ça, et directement il va l'exécuter sans mode interactif. Donc ça permet de le lancer en ligne de commande tout simplement. C'est des petites choses comme ça. C'est une autre manière de fonctionner, effectivement. Coding Agent Announcements, donc les améliorations côté Coding Agent, donc c'est vraiment l'agent côté github.com, notamment le Self-Hosted Runners. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on lance le Coding Agent sur github.com, ça se lance sur des machines virtuelles qui sont chez GitHub, par défaut. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire sur des self-hosted runners. Donc, si vous avez des contraintes de network notamment, donc de réseau ou autre, maintenant, vous pouvez aussi le faire depuis vos propres machines virtuelles pour lancer le Coding Agent. Donc, c'était très demandé dans certaines entreprises. Donc, c'est plutôt bienvenu. La possibilité aussi d'interagir depuis des outils externes à GitHub, notamment Slack. Nous, chez GitHub, on est encore sur Slack, hein, désolé Microsoft. On est encore sur Slack et pas sur Teams. Mais justement, on a cette intégration, en plus de Teams, bien sûr, mais on utilise souvent
Coding Agent depuis Slack. Donc on a des discussions en interne où on va demander justement à Coding Agent directement de corriger la documentation depuis Slack, tout simplement. Donc ça permet de simplifier les interactions. Et surtout, qui était très demandé, les fameux dashboards pour Copilot. C'est très bien effectivement d'utiliser Copilot, de l'utiliser tous les jours, mais d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue organisationnel, c'est super intéressant de voir quel en est l'usage. Quel est le modèle plus utilisé, par exemple, quelle fonctionnalité dans l'idée vous utilisez le plus, est-ce que c'est le chat, le mode agent ou autre. C'est le genre d'informations, des KPI que vous allez avoir avec ces nouveaux dashboards et des API aussi. Donc tout ça, c'est déjà disponible pour tout le monde. Donc je vous invite à regarder au niveau de l'entreprise directement. Vous avez accès à tous ces nouveaux dashboards depuis ce mois-ci. Donc encore une nouveauté bienvenue par beaucoup de gens qui étaient très demandés. Et donc là, je suis heureux de le partager ici puisque vous avez enfin cette vue globale de l'utilisation de Copilot dans votre entreprise. Et c'est là, je pense qu'on va pouvoir aussi partir sur du concret. Maintenant, j'ai fait pas mal de slides, mais je pense qu'il y a un sujet qui est super important, c'est le context engineering et surtout comment centraliser, comment gérer les bonnes pratiques en entreprise, comment les partager. Je pense que tu as pas mal de choses à nous partager, Arthur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Effectivement, c'est très complémentaire de tout ce que tu présentais. C'est-à-dire que on a ce nouveau système de multi-agents qu'on peut lancer, on peut assigner Copilot sur plein de tâches de plus en plus complexes. Pour autant, si on veut avoir des bons résultats et des choses qui correspondent justement à ce qu'on voudrait dans l'entreprise, on doit se poser cette question de comment gagner en efficience. On doit lui transmettre du bon contexte. C'est comme si quelqu'un rejoignait votre équipe et que vous lui donniez un petit prompt pour faire une tâche assez complexe. Il va se baser sur votre code base, sur ce qu'il a déjà appris dans le passé, mais il va pas être capable de bien comprendre vos contraintes en termes de technique, en termes métier, etc. Et donc, on se retrouve à parler beaucoup de context engineering aujourd'hui. C'était des vrais sujets de discussion à GitHub Universe avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de monde. Je ne sais pas, Guillaume, si tu peux voir mon écran là actuellement? Oui, Est-ce que c'est bon? je vois très Super, bien. Là. génial. Donc, ce qui se passe de notre côté, donc côté Pacmind, ça fait des années qu'on travaille sur le partage de connaissances justement dans les équipes techniques. Donc, on a fait ça avant l'arrivée de l'IA. Et quand il est arrivé, ça a mis encore plus en avant ce besoin, en fait, de besoin de se partager des manières de faire et des choses assez complexes. Alors, il y a Racha, oui, tu dis, il y a 2 questions, on peut y répondre. Alors, je ne sais pas où sont les questions. Est-ce que toi, tu les vois, Guillaume? Oui, je les vois dans la partie Q&A. Je te laisse y on, répondre. on va y répondre dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, on a une partie dédiée pour ces questions. Je te laisse continuer, Arthur, et puis on reviendra justement sur ces questions. N'hésitez pas à les envoyer, Ça on va marche. passer dessus. Très bien, très bien. Donc, ce qui se passe au final, c'est que les entreprises sont dans cette étape en premier, je passe sur l'étape d'adoption. Donc, l'outil est déployé et puis j'essaye de faire en sorte que de plus en plus d'équipes utilisent Copilot. Maintenant, la deuxième question, c'est l'efficience. C'est est-ce qu'on gagne en productivité? Comment est-ce qu'on mesure ça, etc. Donc, il y a plein de manières de mesurer tout ça. Et justement, ce que tu as partagé sur l'adoption, etc., ce sera super intéressant. Mais maintenant, pour avoir des bons résultats, il faut itérer sur l'input de ces outils et donc capturer justement ce contexte. Alors, dans le cadre de Copilot, le contexte, ça va être transmis sous la forme de fichiers Markdown. Alors, j'en parle avec beaucoup de monde. Ça fait pas plaisir aux développeurs, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que le langage le plus utilisé de 2026, ce sera le Markdown. Parce qu'en fait, ce qu'on va créer dans ces fichiers Markdown, ces instructions pour les agents, ça va être vraiment notre chaîne de fabrique qui vont nous permettre de créer du code. Avec ce que tu as montré, Guillaume, donc après, avec la chaîne où tu peux orchestrer tes agents, leur dire prends cette tâche et puis effectue-la, etc. Donc en fait, des mauvaises instructions, et c'est des milliers ou des dizaines de milliers de lignes de code qui vont pas aller dans la bonne direction, et ça va être une catastrophe. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer déjà ces premières instructions. Alors ce qu'on va faire avec Pacmind, c'est qu'on va essayer de démocratiser un peu le contexte engineering et de permettre aux entreprises de facilement mettre ça en place sans avoir à manuellement créer ces fichiers Markdown et puis les maintenir, les gérer à l'échelle, ce qui peut être un peu complexe. Donc pour ça, on a créé un serveur MCP qui est intégré du coup, par exemple ici avec VS Code. Donc je suis sur VS Code, je configure mon serveur MCP Pacmind et ça me permet avec Copilot, donc en mode agent bien sûr, de discuter avec Pacmind et de lui dire par exemple au démarrage, je démarre l'onboarding sur Pacmind
Et là, ce qui va se passer, c'est que côté Pacmind, on a différents prompts qui vont aider les entreprises et les équipes à créer leur premier set justement de standards. Donc on va dire, est-ce que tu veux que je crée des standards à partir de ta code base actuelle? Est-ce que tu veux que je fasse à partir de tes 30 derniers commits sur GitHub, à partir de ta documentation, si tu en as, ou de n'importe quel lien justement qu'il y a sur Internet? Ce qui est bien, c'est qu'en fait, cette création, elle devient conversationnelle. Donc c'est quelque chose qui est facile, qui peut être vraiment customisé sur vos besoins. Et là, c'est illimité. Donc je peux lui dire, va chercher dans GitHub toutes les issues qui sont de type bug qu'on a fixées sur les 3 derniers mois et crée-moi des standards pour pas que ces bugs réapparaissent, par exemple. Et là, en fait, on va croiser différents MCP, le MCP de GitHub, le MCP de Pacmind. Donc là, on commence à vraiment rentrer dans le concret. Donc par exemple, ici, je lui dis, fais-moi des standards à partir de ma code base. Et il va me dire, OK, je vois que tu es quelqu'un de bien, tu fais du domain-driven design et de la clean architecture, tu utilises de l'API, donc tu as des API design patterns. Et je lui réponds, tiens, fais-moi le 9. Alors, je ne suis pas très verbeux quand je réponds. Fais-moi des choses sur l'API design pattern. Et donc là, en fait, tout seul, il va aller créer des standards dans le format qui est attendu par Pacmind. Donc, c'est des formats qui viennent du Lean, pour ceux à qui ça va parler. Donc, en fait, on travaille vraiment sur ce côté standard. Donc, on va avoir des standards sur la gestion d'erreurs, etc. Et par exemple, un standard, ça va avoir une description avec des exemples de code et ça va contenir un ensemble de règles. Les règles, en fait, vont avoir des exemples de code, des do's, des don'ts. Donc ces standards, ils sont faits pour être compris par des êtres humains et être modifiés facilement pour des êtres humains, mais ils vont être transmis à Copilot. Ils vont être transmis en fait à vos agents IA pour que le code généré justement corresponde à vos standards. Donc là, je montre un exemple aussi intéressant avec le repo Awesome Copilot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un repo donc, qui est, je crois que c'est géré par GitHub, hein, c'est ça, Guillaume? C'est ça. Qui contient maintenant des centaines d'instructions, etc., comme par exemple cette instruction migration de Java 21 à 25. Donc en fait, on a une sorte de marketplace avec beaucoup de contenu déjà qui est super intéressant. Et là, très facilement, je peux dire à Copilot, crée-moi des standards à partir de cette page sur GitHub, et il va me transformer ça dans un standard dans le format Pacmind, qui va être ici, donc migration Java 21 à 25. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a ces standards dans Pacmind, on a aussi une notion de recettes qui sont plus spécifiques à des use cases, par exemple une migration de base de données, etc. Donc là, c'est vraiment du context engineering. C'est tout le contexte dont l'IA va avoir besoin pour effectuer une migration de base de données, avec carrément des étapes, des workflows step by step, etc. Donc tout ça, c'est centralisé dans Pacmind. Et l'idée, c'est que vous pouvez sélectionner donc, des packages, on va dire, de standards, et dire, ces standards, je vais les déployer sur un ou plusieurs repositories en même temps. D'ailleurs, je peux les déployer dans des sous-parties d'un mono-repository pour aller de manière plus spécifique, justement, mettre ces standards. Et derrière, je vais choisir pour quel type d'agent, justement, je veux faire ce qu'on appelle le rendering. Donc, je vais le faire pour Copilot, mais je peux le faire pour Claude Code, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est comme ça, vos standards et vos instructions, elles vont permettre d'avoir un résultat cohérent avec les différents agents que vous utilisez. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, Pacmind va créer un commit dans votre repo avec des fichiers d'instruction Copilot, par exemple, qui vont bien, avec le fichier aussi AgentMD, si vous voulez être agnostique justement de l'agent que vous avez utilisé derrière. Et donc là, on va s'occuper, nous, de faire le bon format qui éclate pas le contexte Windows, justement, des outils, qui les structure comme il faut, etc. Et ça va permettre à l'ensemble des équipes d'avoir d'un seul coup des agents qui sont meilleurs, justement, qui suivent bien les standards qu'on a poussés. Et ce qui est intéressant, c'est le cycle de vie en fait de ça. Parce que ces fichiers Markdown, comme je disais, ça va vraiment être le cœur de fabrique de notre logiciel ou de nos logiciels. Et ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer justement. C'est comment est-ce qu'on apprend avec le feedback des utilisateurs. Donc il y a pas mal de choses qui sont sorties chez Google. Ils font des choses avec des fichiers .learning, .markdown. Il y a des personnes de GitHub, justement, de Microsoft, qui ont créé des fichiers .memory, .markdown, etc. Et en fait, c'est assez facile. Vous pouvez juste dire à Copilot dans des fichiers d'instruction, à chaque fois que je te donne un feedback, va renseigner justement ce feedback dans un fichier .memory, .markdown, qui va être quelque chose qui est soit pas versionné, soit versionné, etc. Donc en fait, on va pouvoir capturer comme ça en continu les feedbacks de tout le monde. Et tout ça, c'est quelque chose, par exemple, que Pacmind va être capable de récupérer, de faire une synthèse chaque semaine et de dire, je te propose de mettre à jour ton contexte, les différents prompts, etc., avec ces mises à jour, parce qu'il y a eu 10 fois Guillaume qui a dit que sur les tests, on utilisait les mocks et pas les spies de cette manière-là, par exemple. Donc là, c'est intéressant, effectivement, pour structurer, vraiment centraliser et déployer cette partie standard. On a une partie gouvernance aussi, tu parlais de dashboard tout à l'heure. Donc sur le dashboard, en fait, ce qu'on va voir, c'est que si, par exemple, quelqu'un modifie un standard depuis le MCP, on va avoir la modification qui va être affichée ici. Et donc là, on n'est pas obligé de la valider tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut regarder la différence et ensuite valider. Parce qu'on a eu l'exemple d'une entreprise qui nous disait, il y a un développeur en fin de journée qui a dit à Copilot,
bah, en fait, non, on fait pas les tests end-to-end sur cette partie-là parce qu'il avait juste envie que ça soit commité. Et le problème, c'est qu'imaginer une instruction du genre ne fait pas de test end-to-end qui passe dans les instructions de base, bah, ça peut impacter 20 personnes et ça peut être assez négatif. Donc c'est important d'avoir aussi cette gouvernance justement sur ce contenu. Voilà un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on fait avec Pacman. Alors pour info, c'est open source. Effectivement, c'est sur un repo GitHub sur lequel vous pouvez accéder directement ici. Vous pouvez installer la version localement ou utiliser la version cloud. Et ça peut se faire localement avec Docker sans problème. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, le but, c'est vraiment d'essayer d'aider les équipes à construire cette base et ce référentiel justement de contexte et à les déployer à plusieurs projets, sur plusieurs agents, etc. Et de faciliter un peu la vie des équipes là-dessus. Et effectivement, c'est en faisant ça, avec ou sans Pacmine, hein, que là, on observe vraiment les vrais gains pour les entreprises qui commencent à faire ça sur cette partie instruction, puis qui créent, comme tu disais, Guillaume, les custom agent mode, justement, après en disant, bah, maintenant, je vais avoir un agent pour les tests, un agent pour le back-end, un agent pour le front-end, etc. Et là, on va commencer à pouvoir les orchestrer, à gérer plusieurs agents. Enfin, il y a un peu un chemin, je trouve, de progression qu'on voit dans les équipes ou dans les entreprises. Ce qui est assez important de noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence énorme entre certaines équipes et certaines entreprises. Et ces différences, elles existaient avant, quand on parlait de craft, ou d'architecture, ou de pratique lean, ou quoi que ce soit. Là, avec l'arrivée d'IA, c'est encore plus mis en avant, j'ai l'impression. Parce qu'on retrouve les entreprises qui mettaient en place ces bonnes pratiques, qui du coup sont en avance et font des choses géniales avec l'IA, et celles qui étaient en retard, bah, justement, qui essayent de rattraper ça. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape, comme tu disais, sur des use cases spécifiques, avec des agents spécifiques. Donc là, en tout cas, je trouve que tout le monde va dans la bonne direction, et c'est super intéressant de voir comment ça évolue. Ouais, et je pense que ça répond à un vrai besoin. Je discute souvent avec des clients qui utilisent Copilot ou d'autres outils, hein, peu importe, la problématique est la même. C'est-à-dire que des développeurs ou dans certains repositories, ils vont créer des fichiers de standards ou autres, mais c'est très difficile de les partager dans les projets, dans l'organisation. C'est très difficile de les maintenir aussi. Le jour où effectivement ils souhaitent choisir un autre outil avec un autre format, ils veulent passer en Agent SMD, ils veulent passer en instruction Copilot, c'est pas forcément les mêmes formats, c'est pas forcément voilà, il y a du travail derrière, et le fait de centraliser ce genre d'informations, de contexte de manière agnostique, ça c'est aussi très important. Donc ouais, je pense que ça répond à un vrai besoin. Surtout maintenant que c'est open source, donc c'est encore une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà, encore une fois, je vois souvent des clients qui vont essayer de se lancer dans Copilot en espérant que ça marche du premier coup avec des prompts. Malheureusement, c'est plus le cas. Maintenant, il y a tout un travail de mise en œuvre, notamment de ces bonnes pratiques, de ces fichiers de contexte. Et pour gérer tout ça, justement, il y a des process à mettre en place. Et on est dans un nouveau monde où ces process n'existent pas forcément encore. Et ça, à mon avis, c'est une des premières briques qui permet d'aller dans cette direction. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Et En tout tu as cas, raison merci à toi. d'ailleurs, quand tu dis c'est la première brique, la partie instruction, etc., c'est la première étape. Ensuite, on va avoir les custom prompts, les custom chat mode, etc. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec du spec-driven développement, avec des outils comme SpecKit, par exemple, qui est open source Ouais. aussi, qui a beaucoup de stars sur GitHub. Bah, justement, Dan était là pour faire une présentation, donc le créateur de SpecKit à Universe. C'était super intéressant. Il y a eu beaucoup de succès, évidemment. Mais voilà, le spec-driven développement, c'est le mot-clé à la mode aussi qui va arriver après le vibe coding et qui permet justement de passer à l'étape d'après, de gérer des prompts avec des spécifications, puis les agents les implémentent. Sauf que vous ne pouvez pas vous lancer dans du spec-driven développement si vous n'avez pas déjà vos fondations avec vos instructions, avec vos agents spécifiques, etc. Vous allez juste créer des choses et vous allez décaler de bottleneck sur la revue de code, sur des choses qui ne vont pas fonctionner comme ça devrait, etc. Donc ouais, c'est super important de ne pas griller non plus les étapes et d'essayer de mettre ça en place rapidement. L'avantage, c'est que c'est pas trop complexe à mettre en place et les outils maintenant, c'est vraiment les outils justement que propose GitHub avec le Mission Control, etc. Je trouve que ça va dans cette direction. Ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution rapide à Universe et ça va aider, je pense, toutes les entreprises qui utilisent ça. Ça va très très rapidement. En 2 semaines, la roadmap a complètement changé. Enfin, c'est hallucinant. Euh,
En tout cas, merci Arthur. Il y a pas mal de choses, je pense, à tester hein, de mon côté aussi, pour tout le monde ici présent. Donc, je vous invite à tester Pacmind. Je pense que c'est le bon moment de répondre aux questions, justement. Je ne sais pas si ça te va, Arthur. Très bien, ouais. Hop, moi, je vais partager mon écran. Hop, est-ce que c'est bon pour mon Super, partage? je te Super. vois. J'ai deux questions à répondre via les slides. Ensuite, je vais passer dans le chat pour voir un petit peu vos questions. Et justement, la première question, on va pas aller trop loin au niveau du sujet. Là, l'utilisation d'un fichier d'instruction ou d'un fichier custom chat volumineux entraîne-t-elle une consommation accrue de tokens par question en termes de tarification? Alors, il y a plein de choses dedans. La première chose, c'est effectivement les instructions de manière générale. Ça a un coût en termes de contexte. C'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément parlé, mais quand vous allez faire un chat avec Copilot ou peu importe l'outil, il y a ce qu'on appelle la context window. Cette context window a une taille maximum. En manière générale, avec Copilot, ça va être 128 000 tokens. Donc, token, c'est pas exactement des mots, mais voilà, ça peut peut-être être 500 000 mots ou quelque chose comme ça. En termes de tarification, il n'y a aucune différence avec Copilot, contrairement à d'autres outils qui vont facturer par token. Nous, chez GitHub Copilot, on va facturer par prompt. Donc, que le prompt fasse 1 million de tokens ou 5 tokens, ce sera le même coût. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ça a aussi des inconvénients d'avoir des instructions trop volumineuses. Plus le contexte est rempli dans la context window, moins les résultats en général sont pertinents au niveau de Copilot. Il y a eu des études sur ça, hein. C'est le fameux Lost in the Middle, justement, qui dit que les instructions qui sont au milieu d'un grand contexte window, en général, ils sont moins prises en compte par le Copilot. Donc, il n'y a pas de limite technique, mais il faut éviter d'avoir des fichiers trop volumineux. Ce que fait justement Pacman, c'est d'avoir des choses plutôt de manière succincte, plutôt que des longs pavés de texte, ça faut éviter. Donc, au niveau du tarif, il n'y a aucune différence, mais au niveau performance, au niveau qualité des réponses, il faut éviter d'avoir des fichiers trop volumineux pour les instructions. Je sais pas ce que Et tu en penses. j'ajouterais sur cette partie-là, en fait, les gens, des fois, se disent, mais si je mets trop de tokens au début, même avec d'autres outils, ça va consommer plus. En fait, ça consommera pour moi toujours moins que d'itérer sur l'output. C'est-à-dire que d'envoyer quelque chose pas assez précis, d'avoir un résultat qui est moyen, et ensuite de passer 1 heure à itérer en disant, bah non, en fait, change-moi ça, refais ça, puis presque de recommencer à zéro. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises, ou quand on voit les entreprises comme DX ou Dora, justement, disent, bah, en fait, c'est toujours mieux d'arriver à itérer sur l'input, donc sur les instructions, les prompts, etc., plutôt que de faire des choses moyennes et d'itérer beaucoup sur la sortie. Et là, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, effectivement, comme tu disais, si c'est tarifé au prompt, à la limite, je suis d'accord avec toi, vaut mieux un prompt assez précis pour éviter d'en faire 15 pour la même instruction. C'est ça. Donc voilà, bien préparé en gros, ça évite de perdre du temps après. Justement, encore un petit peu dans le même sujet, hein, j'ai 31 règles dans mon Copilot Instructions. On parle d'Eclipse en plus. Y a-t-il un risque de saturer le contexte s'il y a trop d'instructions? Ça reprend un petit peu la question d'avant, hein, et la réponse aussi. C'est effectivement 31 règles, ça me paraît pas énorme, hein, sauf si c'est des pavés de 10 000 lignes à chaque fois. Là, ce serait pas forcément pertinent. Mais non, là, faut 31 règles, ça me paraît pas énorme, hein. Encore une fois, 128 000 tokens, c'est énorme, hein. Donc, c'est 31 règles, ça me paraît pas énorme en soi. Encore une fois, ça dépendra du contexte, du projet, des règles en question, hein, mais ça me paraît pas non plus énorme dans ce cas. Oui, alors ça c'est une petite question dans les règles que j'ai donné un prénom à l'agent, pourquoi pas. Dans la fenêtre affiche GitHub Copilot avec son avatar standard, y a-t-il moyen d'un jour de personnaliser le nom ou l'avatar? Non, pas forcément. Effectivement, vous pouvez tout à fait changer le nom via les instructions, via les chatbots, hein. Par exemple, les custom agents, on peut très bien lui dire, bah, voilà ton nom, et tu répondras avec ce nom. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vois pas trop non plus de nom ou d'avatar spécialisé pour les agents. Pour l'instant, c'est pas quelque chose dans les bacs.
Alors, des questions dans le chat. Désolé un petit peu, il y en a quelques-unes. Alors, le Mission Control est uniquement disponible sur GitHub Enterprise Cloud et pas sur la version serveur ni dans VS Code. Correct. C'est-à-dire que le Mission Control, c'est quoi? C'est ce que je montrais un petit peu tout à l'heure. Si je reviens ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur github.com, on est sur la plateforme. Donc, le Mission Control, en soi, il est dans github.com. Par contre, ce qu'on appelle le Agent HQ, donc plus général, on a quand même depuis VS Code, même la version normale, hein, je suis dans la version classique de VS Code, vous avez ici maintenant un outil centralisé pour gérer les sessions des agents. Donc c'est un petit peu un mission control. Hein. La nomenclature n'est pas très claire, hein, pour être honnête. Mais vous avez tous ces agents-là qui ont tourné, notamment ici dans le GitHub Copilot Cloud, donc dans github.com, à gauche ici. Je vais agrandir un petit peu. J'ai aussi tous les agents, toutes les tâches qui ont tourné par Copilot CLI sur ma machine et tout ce qui allait tourner en local dans VS Code. Donc, on pourrait dire que oui, les fonctionnalités de tour de contrôle pour les agents, les différents agents d'ailleurs, sont bien disponibles dans VS Code aussi, en plus de github.com. Alors, pouvons-nous avoir dans le futur un contexte window de type Gemini qui me semble être plus large du marché? Alors, je ne pourrais pas forcément répondre à cette question. Comme je disais tout à l'heure, on a un contexte window qui est de 128 000 de manière générale, peu importe le modèle, je crois, à valider. Il y a des tests qui sont en cours, hein, pour changer, pour augmenter ça. Maintenant, est-ce que c'est une solution? C'est ça aussi la question. Est-ce que le fait d'augmenter la contexte Windows, ça améliore forcément les résultats? C'est pas dit. Il y a pas mal de recherches, hein. Je parlais du Lost in the Middle, je parlais de pas mal de choses. C'est pas parce qu'il y a plus de contexte que les résultats sont meilleurs. Donc il y a peut-être d'autres solutions. Il y a les fameux sub-agents dans VS Code, des solutions de pouvoir déléguer des agents dans les agents, les fameux sub-agents. Ça, c'est peut-être des meilleures solutions plutôt que d'avoir un contexte énorme qui n'est pas forcément, à mon avis, la solution. Je ne sais pas si tu as un avis dessus, Arthur. Non, tout à fait. Dans les études dont tu parles, souvent ils disent que quand la contexte window elle dépasse les 20-30%, etc., des fois vaut mieux recommencer à zéro à la limite pour avoir des meilleurs résultats et donc compresser le contexte en disant je te fais un résumé de ce qui s'est passé puis je te le redonne en entrée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles, les LLM qu'on va utiliser derrière, des Claude Sonnet ou autres, sont pas forcément capables de gérer des choses trop énormes. Je dirais que la solution à court terme, moyen terme, et qui sera peut-être même la bonne à l'avenir, c'est plus ce que tu disais, c'est-à-dire d'avoir des sub-agents, d'avoir des agents spécifiques, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui devrait plutôt orienter les équipes aujourd'hui. C'est fait plutôt des choses spécifiques, petites, plutôt que de vouloir mettre effectivement trop de contexte. Et c'est vrai qu'avec les instructions, ça peut grossir. C'est pour ça qu'il y a cette gestion à avoir sur des instructions. En fait, on peut leur mettre un apply to avec GitHub, avec les instructions pour Copilot. Et on peut spécifier des patterns, des fichiers, des dossiers. Mais on peut aussi spécifier de manière textuelle quand est-ce que ça doit être appliqué. Ça, c'est Arad de VS Code, justement, qui me l'a montré à GitHub Universe. On peut lui dire, bah, tu dois l'appliquer de telle manière-là. Tu vas voir la description en fait, qui va t'expliquer effectivement ce que tu as en dessous. La description va dire aussi bah, quand est-ce que ça doit être appliqué, etc. Donc c'est bien d'être précis, d'avoir ces attributs là. C'est du Markdown, mais c'est du Markdown qui a des attributs un peu cachés qui sont super importants en fait. Et justement, j'ai vu une autre question un peu sur ce sujet. Attends, je crois qu'il y avait une question qui demandait des exemples sur les fameux fichiers. Je ne sais pas si vous les trouvez. En gros, voilà, pour ceux qui se posent la question, hein, les fameuses instructions, donc, ça va être des fichiers Markdown qui vont dans les instructions ici, avec des apply to qui permettent de spécifier un petit peu quand seront appliquées ces fameuses instructions. Alors, donc la communauté me semble être très des individualités techniques. Comment alors toucher la population business, donc product owner, product manager, pour concevoir des tâches promptes qui permettent aux agents IA de mieux comprendre et respecter les contraintes fonctionnelles et non fonctionnelles de nos produits. Alors, c'est un sujet intéressant parce que maintenant, avec les agents, justement,
on se focalise moins sur les développeurs, mais aussi sur les fameux PO, PM, où justement eux-mêmes vont pouvoir lancer ces fameux agents, des agents de planning aussi, hein, de plan mode pour planifier, pour architecturer, planifier les projets. Donc le but justement, c'est de toucher une population plus large que simplement des développeurs comme moi par exemple, mais aussi voilà, des profils moins techniques. Et c'est pour ça qu'il y a la partie agentique dans github.com. Il y a aussi Spark, hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Spark, mais alors justement, ça fait partie du fameux Agent HQ ici, c'est que vous pouvez lancer, faire du no-code directement depuis GitHub avec Spark. Alors effectivement, j'avais un exemple ici où je demandais à Jean-Michel de la Quanta. C'est Jean-Michel de la Conta qui demandait à Spark de lui mettre en place un petit projet pour prendre en compte les demandes de budget des différentes équipes techniques. Voilà ce qu'il m'a fait ici. Pour un non-développeur, pouvoir faire ça, c'est super pratique et voilà, ça fait partie aussi de la gamme de la plateforme GitHub ici pour accompagner pas seulement les développeurs, mais aussi ceux qui touchent au produit sans être techniques, par exemple. J'allais dire, j'en avais pas parlé sur ce qui m'avait touché, tu vois, à GitHub Universe, mais moi en tant que CPO, et même si évidemment j'ai un profil technique, mais pour des personnes justement qui sont moins techniques, il y a eu la démo de Spark, c'est vraiment génial, parce qu'après tu peux sélectionner les éléments, puis avoir un petit prompt spécifique pour dire, bah tiens, le titre ou tel calcul, fais-le différemment, etc. Pour l'époque ou pour voilà, des petits utilitaires, etc., où on n'a pas besoin forcément de regarder le code derrière, même si tu peux le faire depuis là, parce que tu as accès au code. Mais c'est vraiment super bien intégré. Enfin, l'interface et l'expérience de Spark est assez chouette. Puis tu as accès au code, effectivement, tu as accès quand même à tout. Donc, même pour des développeurs, c'est intéressant. Ouais, donc là, c'était un exemple que j'ai fait avec un seul prompt, hein, d'ailleurs, c'est pour Jean-Michel de la Conta, le fameux Jean-Michel. Voilà, c'est en 2 minutes, en 5 minutes, on a ça. Si jamais il y a besoin de reprendre la partie technique avec du code, avec une équipe dédiée de développeurs, c'est tout à fait possible avec Spark. Voilà, c'était juste cette partie-là. Donc la question, pouvez-vous nous présenter un template basique de configuration de Copilot Instruction, config MCP, pour coder proprement avec GitHub Copilot en mode agentique dans VS Code? Très bonne question, c'est ce que je voulais montrer justement ici. Je vais juste essayer de trouver un autre projet pour vous. Celui-ci, très bien. Voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que vous avez dans .github différentes instructions. Donc, les instructions globales qui vont être de manière générale pour le projet sur à quoi sert le projet, quelles sont les bonnes pratiques, quelle est l'architecture du projet avec justement à quoi sert le répertoire. J'ai le front-end, j'ai le back-end, voilà où ça se trouve. Ça permet de donner les directions à Copilot. Maintenant, ensuite, on va voir des instructions plus spécifiques. Je trouve un autre exemple, un projet personnel que j'ai, je pense qu'il est un peu plus parlant. Dwight Schultz. Oui, voilà. Oui, alors c'est les chat modes, c'est ces fameux agents justement, c'était renommé, hein, ceux qui connaissaient les chat modes, maintenant c'est renommé en custom agents. Ça permet vraiment de définir une personnalité pour Copilot. Au lieu qu'il se comporte en simple développeur classique, il va se comporter en tant que, ici, en tant que manager de The Office, comme dans la série si vous connaissez, avec en mode code review. Donc il va vous faire une code review un peu sarcastique, très direct, très efficace aussi. Voilà, c'est juste humoristique, mais globalement, c'est super intéressant. Ici, on a un chat mode. Si on fait du behavioral driven development, pour faire des use cases, par exemple, des user stories, ça permet de planifier plutôt que de pondre du code tout simplement. On va l'utiliser pour générer des use cases, notamment. Donc voilà, il y a pas mal de documentaire sur VS Code, sur github.com qui explique un petit peu tous ces différents fichiers. Les custom prompts aussi, donc des prompts préutilisables, hein, si vous avez des codes review à faire localement ou des prompts que vous allez réutiliser dans l'équipe, vous pouvez très bien les définir ici, en plus des instructions classiques avec les bonnes pratiques. Qui justement pourraient être centralisées dans Pacman. Alors justement, c'est ça la problématique, c'est dans mon projet, j'ai ces instructions-là, mais comment je fais pour les maintenir à jour, comment je fais pour les partager avec mes collègues dans d'autres projets, c'est ça la vraie problématique, parce que là, je l'ai pour mon projet,
Mais dans une entreprise, dans une organisation, c'est compliqué à gérer, donc d'où l'intérêt d'avoir des projets comme Pacman, je pense. Aujourd'hui, tu vois, on génère les instructions sur les différents projets et les recettes qu'on a, ça génère les custom prompts que tu affiches qui peuvent être invocables avec une commande slash dans Copilot Exactement. directement. Ce qui est bien, en fait, ça rajoute vraiment de la fonctionnalité. Et justement, on est en train de voir comment on peut intégrer justement plus les chat modes, mais la partie custom agent, etc., pour avoir des choses aussi qu'on peut centraliser au niveau des entreprises ou en tout cas entre différentes équipes. Et comme ça, que les équipes puissent piocher directement en disant j'arrive sur mon repo, j'utilise le MCP, je dis récupère-moi les agents testeurs, s'il te plaît. Et il va me récupérer, il va me dire tiens, j'ai l'agent BDD comme tu as, j'ai l'agent TDD, j'ai autre chose. Et effectivement, là, c'est intéressant parce que ça demande un peu d'expertise de réussir à faire du TDD, par exemple, avec Copilot. C'est la démo qui a été utilisée à Universe, d'ailleurs. Ils J'ai ont vu aussi, pris... ouais. Ah, c'était super. Ils ont fait une démo avec 3 custom agents. Le custom agent pour les tests rouges, tests verts et refactoring. Donc, les 3 étapes du test-driven développement. Et c'était hyper intéressant parce qu'on pouvait voir que chaque agent avait ses spécificités, justement. Mais ça, c'est pas le genre de choses que chaque équipe doit reconstruire à chaque fois. Ce serait dommage. Là, c'est intéressant, justement, de pouvoir les piocher sur Awesome Copilot ou dans l'entreprise, dans différents repos. Ouais, exactement. Et justement, il y a une question qui se rattache un peu à ça. C'est en tant qu'entreprise, sans me faire l'avocat du diable, hein, donc c'est Romain qui parle ici, entre les différents clients IA, outils, agents disponibles, à quand un standard sur la mise en place de ces ajouts des contextes CloudMD, point Copilot, point Pacman aussi maintenant. Devons-nous attendre la victoire des entreprises propulsant l'IA ou l'éclatement de la bulle? Alors, c'est très chargé comme question. Bonne Y question. a-t-il déjà des initiatives dans ce sens? C'est typiquement, justement, je pense que c'est ce qu'a essayé de faire Pacman en open source, hein, c'est que nous, effectivement, on a nos fichiers Copilot. Alors, à savoir que VS Code et GitHub Copilot sont compatibles avec les agents.md et Cloud.md. Donc, il n'y a pas forcément nécessité de tout convertir si vous n'en avez pas l'utilité. Avec Copilot, on gère tous ces formats-là. C'est plutôt intéressant. Encore une fois, Copilot essaie d'être un petit peu agnostique, même si on a nos formats spécifiques, en l'occurrence ici, pour les instructions. Le agents.md, le cloud.md fonctionne avec VS Code et GitHub. Donc, pour moi, c'est même pas une problématique pour nous, mais effectivement, il y a tellement de formats, tellement d'outils qui ont leur propre format de fichier, ça devient un petit peu saoulant presque. Mais voilà, C'est d'où un la peu ce qu'on essaye de solution. faire. Ouais. Comme tu disais, voilà, on a des entreprises qui nous disent j'ai investi pas mal dans les cloud skills et du coup, il y a les custom agents qui arrivent. Comment je fais? Est-ce que je suis bloqué avec Anthropic ou pas? En fait, nous, on essaye de faire en sorte qu'on peut récupérer dans Pacmine le contenu des cloud skills et transformer ça, en fait, quand on va faire notre phase de rendering, en custom agent mode ou en autre spécificité pour cursor ou autre. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de rendre ça agnostique. Et en faisant ça, je trouve que la solution qui vient un petit peu et qui coûte de source, c'est la solution unifiée, comme tu le montrais avec Agent HQ, etc., où tu peux avoir des agents Claude, puis autre chose, etc. Chacun a ses instructions, mais elles sont centralisées. Donc, effectivement, tu n'as pas à avoir à moitié des Cloud Skills, à moitié des agents. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ça bouge très vite. Et certaines entreprises qui ne sont pas copilotes sont assez fermées. Donc, ils vont faire des choses que tu ne peux pas modifier dans des fichiers, que ça va être juste par leur interface, etc. Et ça, c'est plus gênant parce que du coup, s'ils ne sont pas ouverts là-dessus, en fait, ils te vendent leur lock et du coup, tu peux rien faire de spécifique. Mais ce n'est pas du tout la direction, j'ai l'impression, que prennent la majorité des entreprises. Donc, je pense qu'avec agent.md aussi, ça va dans la bonne direction. Ouais. Ça va dans la bonne direction. Après, moi, l'intérêt aussi des GitHub Copilot Instructions, c'est la possibilité de filtrer le apply to. Maintenant, on peut même sélectionner à quel agent va s'appliquer ces instructions-là. C'est tout nouveau, hein, j'ai vu ça dans les changelogs GitHub tout à l'heure. C'est que maintenant, vous avez aussi la possibilité en plus de définir des folders comme vous le faites ici, je ne suis pas dans les bons là. Ici, vous pouvez faire le apply to pour appliquer seulement ces instructions pour des fichiers spécifiques. Maintenant, il y a aussi dire, je veux appliquer ces instructions seulement pour le coding agent, seulement pour le code review, ou seulement pour un agent que vous allez définir vous-même. Ça permet aussi de gérer ce genre de choses ce que peut pas forcément faire pour l'instant agent.md, à ma connaissance. Donc, voilà. Tout à fait.
Une autre question, est-ce que la création des agents personnalisés, donc des custom agents, est disponible si on utilise GitLab ou, ou au lieu de GitHub, pardon. Même question pour la mission control. Donc, alors, tout ce qu'on voit sur github.com, ici, alors, si j'arrive, hop. Sur github.com, ici, ça va être, donc là, que ce soit Spark ou autre chose, ça va être que sur github.com. Donc, si vous avez votre code sur GitLab, ce ne sera pas disponible. Donc, pareil pour les custom agents sur github.com. Maintenant, si vous avez votre code sur GitLab, personne n'est parfait, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les fonctionnalités dans VS Code. Ici, dans VS Code, vous avez donc les fameux agents, les custom agents, que vous pouvez définir ici et qui seront utilisés par VS Code directement. Ici, vous avez le choix justement des fameux agents que vous allez définir ici. Donc, même si vous n'êtes pas sur GitHub, vous avez cette fonctionnalité qui est disponible en local sur VS Code notamment. Donc, en partie, oui, mais les grosses fonctionnalités, le coding agent en lui-même, les dashboards, tout ça, ça va être que sur github.com si vous hébergez le code sur GitHub. Ça va être ça la différence. Hop. Alors, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Encore une fois, encore 2 minutes pour d'autres questions. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter en attendant, Arthur. Non, je pense que c'est ce qui est intéressant après, c'est voilà, je pense qu'il faut rassurer aussi les équipes. Il y a beaucoup de choses qui arrivent rapidement, très rapidement. Je pense qu'en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour absorber autant de changements et d'outils en si peu de temps. Pour autant, voilà, il y a le chemin pour progresser et vraiment gagner en productivité et intégrer ce nouveau workflow il n'y a pas de sujet, ce sera le workflow à l'avenir. Il n'est pas trop compliqué et il est indépendant des outils qu'on va utiliser derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir ce côté, on doit passer par le contexte engineering, on doit passer par les instructions, etc. On doit passer par les custom agent mode, etc. pour avoir des choses plus spécifiques. Ensuite, on va passer par du spec-driven développement. Ensuite, on va passer par du multi-agent, puis d'orchestration, etc. Plus ça va et plus on est en train de progresser là-dessus. Et quand on veut vraiment gagner en productivité, quand on en parle avec les gens de GetDX, par exemple, ils disent il faut intégrer de l'intelligence artificielle sur toute la chaîne de la chaîne de vie du développement. Donc, c'est de la création du produit, des specs, de la découverte avec les utilisateurs, vers la gestion des tickets à la fin. Quand un utilisateur remonte un bug, comment on peut faire pour le récupérer? Et c'est déjà ce qu'on peut faire en fait avec Copilot, avec GitHub, en assignant par exemple un bug à Copilot pour qu'il aille travailler dessus, qu'il nous fasse une synthèse, qu'il nous trouve les fichiers à modifier, puis ensuite qu'il nous fasse un plan de développement. En fait, on peut déjà tout faire aujourd'hui en étant un peu malin, c'est un peu le MacGyver des agents. Mais voilà, plus ça va aller et plus on va avoir de workflows un peu mainstream qui vont arriver. Mais voilà, il faut pas aller trop loin dès le début, sinon on va épuiser des équipes, on peut leur faire peur si on leur montre trop de choses. Mais en y allant petit à petit, vraiment, c'est franchement la bonne direction. Effectivement, pas mal de choses en préparation à préparer pour y aller. Mais voilà, en tout cas, merci Arthur pour cette présentation aussi de Pikeman. Ça répond à pas mal de problèmes que je vois aussi chez les clients, pour être honnête. En tout cas, merci. Alors, merci en tout cas à tout le monde. Ici, juste pour information, vous avez pas mal de ressources disponibles, donc les replays dont je parlais tout à l'heure, de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, les nouvelles questions, les nouvelles aussi, les nouveaux webinars du mois prochain, qui seront justement le prochain le 9 décembre. Donc, je vous invite à vous réinscrire si vous voulez y participer. Encore une fois, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, partagez-le. On a d'autres événements. On a aussi le 25 novembre le Universe Recap, ce dont j'ai parlé rapidement aujourd'hui, les nouvelles fonctionnalités, ce sera une journée dédiée pour en parler, justement, un petit peu ce qui s'est fait à San Francisco. On essaie de le reproduire un petit peu en petit comité, disons, à Paris. Le Winterfest aussi, ça va être des démos live aussi de GitHub, pas mal d'événements au fil de l'année. Donc, tenez-vous au courant sur Facebook, Microsoft, GitHub, je vous invite à faire ça. Et surtout,
donnez-nous vos feedbacks, s'il vous plaît. C'est très important de voir un petit peu, est-ce que ça vous aide, est-ce que vous avez besoin peut-être de contenu un petit peu différent. N'hésitez pas à nous le partager. Et ce sera avec plaisir on vous répondra. Pareil pour les questions. Si on n'a pas tout répondu, on fera tout pour répondre dans les prochaines sessions. Et sur ce, je pense que ça va être la fin de journée pour tout le monde, le temps de rentrer chez soi. Et en tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. Et en tout cas, à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine session le 9 décembre. Et sur ce, bonne soirée. Merci Merci Guillaume. beaucoup. Bonne soirée tout le monde.